On va avoir une vingtaine de minutes pour échanger avec vous. On a recueilli un certain nombre de questions dans le chat. Fait que je vais laisser Martine vous les poser. Et puis, si vous avez d'autres points, n'hésitez pas à les écrire donc dans la discussion ou si c'est plus confortable pour vous à main levée. Martine, je vais te passer la parole. D'accord, merci Aurélia. Donc, on a une première question qui était pour l'équipe de Evelyne Bussière, Isabelle Soulière, Béatrice Cusy, qui était une question de Françoise Roingard. Puis elle se demandait si l'échantillon de participants à votre étude avaient-ils tous un diagnostic établi d'autisme. Puis Françoise, je vous invite à rajouter s'il y avait d'autres choses par la suite. Je suis passée rapidement là-dessus. C'est une bonne question. Oui, on a fait 12 entrevues avec des personnes autistes qui avaient tout un diagnostic établi par un professionnel. Voilà. D'accord. Françoise, est-ce qu'il y avait autre chose ou ça répond bien à la question? C'est bon? D'accord. Si jamais il y a autre chose, peut-être inscrivez-le dans le chat, on pourra y revenir aussi. D'accord. Prochaine question, c'est pour Mélanie Couture sur la présentation sur l'entreprise adaptée Défi Polytech. C'est une question de Lisanne Mose qui se demandait si l'entreprise avait accès à d'autres moyens de financement que les profits de l'entreprise à proprement parler. Donc, effectivement, les entreprises adaptées, c'est un programme spécifique du gouvernement du Québec. Ils ont vraiment des subventions particulières pour les salaires des employés. Donc, ils ont vraiment une portion du salaire qui est payée, qui est en, le gouvernement des frais pour soutenir les salaires des employés. Donc, définitivement, c'est un programme particulier de soutien à l'emploi sous forme de subvention. Absolument. Lisanne, il y avait une deuxième partie à la question. Je vais la lire, mais je ne sais pas si en fait, si Mélanie a déjà un peu répondu à ce bout-là aussi. C'est se demander comment est-ce qu'une entreprise donc peut arriver à être rentable tout en offrant une panoplie de services et d'accommodations pour améliorer la qualité de vie. Donc, c'est un des enjeux, je dirais que c'est l'enjeu majeur là, des entreprises adaptées, c'est de demeurer rentable malgré les subventions. Puis, je dirais que c'est la couleur spécifique de Défi Polytech où ils ont beaucoup travaillé leurs enjeux de gestion, d'optimisation. Ils ont fait affaire avec des firmes pour vraiment être optimisés au maximum dans leur stratégie là, de gestion. Puis, je vous dirais que récemment, justement, l'année dernière, dans le dernier budget provincial, il annonçait des coupures significatives et c'était justement pour cette raison-là qu'on faisait l'étude pour pouvoir qu'ils aient des données pour appuyer leurs demandes, les doléances qu'ils voulaient faire au gouvernement pour dire vous ne pouvez pas couper là-dedans, c'est essentiel, c'est fondamental, ça répond à un besoin, ça répond et il y a toute cette pertinence. Donc, la recherche a servi, on a pu fournir nos données. Je ne peux pas dire que ça a eu un impact immense, mais donc, c'était dans cette perspective-là. C'était pour ça qu'on faisait l'étude, pour aider les entreprises adaptées à aller démontrer leur pertinence et que ça répondait à un besoin important. Parfait. Merci. Là, il y a une question de Bianca Nugent et je pense que c'est aussi pour Mélanie, n'est-ce pas, Bianca, la question? D'accord. Donc, l'autre question, Mélanie, c'est avez-vous documenté dans le contexte des entreprises adaptées euh, le contexte empirique de l'enjeu de financement des mesures de maintien en emploi subventionnées et le risque que ça peut amener en cas de définancement? Donc, en fait, les questions sont vraiment en lien. Donc, on a noté ça dans notre contexte, effectivement, qu'ils sont totalement tributaires des budgets des gouvernements dans le soutien qu'ils vont décider d'apporter, de maintenir ou pas. Donc, toute la pertinence de l'étude et le bien fondé, l'enjeu principal de pourquoi on faisait cette étude-là, c'était principalement pour pouvoir répondre à ces éléments-là et de documenter
qu'ils sont capables d'être rentables, qu'ils sont capables d'avoir une pertinence, que c'est des bons emplois, que c'est pas, oui, c'est dans une usine, oui, mais c'est des emplois qui sont appréciés, de qualité, pour lesquels les gens ont un sentiment de contribuer. Donc, ça, tout à fait, c'était vraiment dans cette perspective-là, mais on n'a pas documenté autrement que cet élément-là un peu ponctuel là, de coupure annoncée dans le budget. Nous avons Puis, aussi... j'allais juste dire qu'il y a Maryse Bégin du groupe AFI qui est présente aussi. Si je vous invite, Maryse, je ne sais pas si vous vouliez ajouter un commentaire. Oui, Euh, ben j'ai lu la recherche, Madame Couture, j'y ai eu accès. J'ai trouvé ça bien intéressant. Je peux venir, comme j'écrivais aussi dans les commentaires pour ceux que ça intéresse, je peux juste parler au nom du groupe AFI. On fait partie, on est membre du CQA, effectivement. Pour nous, bon, le subvention couvre le salaire minimum avec une base pour les avantages sociaux, mais ce qui nous permet, nous, d'aller donner plus que le salaire minimum, puis d'aller donner, dans notre cas, on donne des REER, des assurances collectives, des programmes de formation, ben, c'est vraiment notre équipe de vente qui vont sur le terrain, qui vont chercher des clients, qui vont chercher des contrats pour permettre à nos employés de faire du travail. C'est au niveau de ces ventes-là qui nous permet de donner un petit peu plus. Par contre, on ne se cachera pas le salaire minimum est payé. Nous, on a 625 employés, dont 83 sont des gens avec des limitations. Donc, toutes ces personnes-là, on reçoit quand même une subvention pour le salaire minimum, ce qui est quand même beaucoup. Le gouvernement, comme tout le monde le sait, a revu son budget récemment. On est sous la loupe, on va être honnête. Puis c'est quelque chose qu'on essaie de faire, là, de dire, ben, ça remplit un besoin on répond à un besoin de la société. C'est pas tout le monde qui est capable d'aller sur le marché régulier de un. Et de deux, on a quand même une partie de notre population parce qu'un des mandats des subventions, c'est d'aider les gens avec des handicaps de se rendre sur le marché régulier. Fait qu'on a quand même une partie, un devoir aussi à ce niveau-là de les aider, de leur fournir les outils pour qu'ils puissent se rendre sur le marché régulier. Fait que c'est ce qu'on essaie de démontrer en ce moment, qu'on a notre place aussi dans le marché, on répond à un besoin. Si jamais vous avez d'autres questions, ne vous Aurélien? gênez pas, contactez-moi, ça me fera plaisir. Merci beaucoup, Maryse. Aurélia m'a mentionné qu'il y avait une main levée. Aussi, pardon, Hugo Vaillancourt, allez-y, je vous laisse poser votre question. Oui, bonjour, je m'appelle Hugo, je suis un homme blanc. Je crois qu'on ne vous entend pas très bien, malheureusement, par contre. Je ne sais pas si c'est juste. Oui, mon Ah micro oui, n'était c'est pas beaucoup mieux, c'est habitué. parfait. Oui, je m'appelle Hugo Vaillancourt, je suis un homme blanc avec une barbe poivre et sel. Je travaille pour l'organisme qui s'appelle Execo. On fait de la défense collective des droits des personnes qui ont une déficience motrice. Puis ici, on fait beaucoup la promotion de l'accessibilité universelle puis de la conception universelle. Tu sais, dans la perspective que quand on conçoit puis qu'on développe comme ça, tout le monde peut en bénéficier. Puis on n'a pas, on minimise des situations où est-ce qu'on doit faire des adaptations, des accommodements particuliers, même si ça doit être le cas dans certaines situations. La question que je me posais, parce que si on est plus dans le paradigme de l'entreprise d'insertion, du pré-emploi, puis tout ça, mais ça veut dire quoi? Si on regarde plus collectivement sur le plan de peut-être les normes du travail, du soutien qui est disponible aux employeurs, faire de l'expérience de travail par défaut une expérience de travail qui est neuro-inclusive, puis qui va correspondre aux différentes neurologies et aux différentes caractéristiques personnelles des personnes qu'elles vont emmener dans le milieu de l'emploi. Surtout si on parle d'adultes, on est beaucoup dans des situations où est-ce qu'il y a ce qu'on appelle le trouble du spectre de l'autisme ou le TDAH qui n'est pas diagnostiqué, que les gens rencontrent des barrières dans les emplois réguliers, qui n'ont pas nécessairement accès aux diagnostics ou aux services. Je voulais poser la question, avoir un peu l'opinion des chercheurs sur c'est quoi vos pistes de réflexion par rapport à cet angle-là. Merci. Est-ce qu'il y a un autre présentateur qui veut prendre la parole pour répondre un peu à cette question? Ben, moi, je peux peut-être y aller. Effectivement, il y a toute une panoplie ici de projets qu'on a vus parce qu'il y a vraiment beaucoup de types de profils avec beaucoup de différences de besoins en soutien. Action main-d'œuvre, les services que je connais le mieux vont aider des gens justement avec une grande variété là, de besoins. Mais c'est tout à fait vrai que les entreprises ne conçoivent pas leur politique de gestion de ressources humaines avec une vision d'inclusion puis une vision de neuro-inclusion.
Puis ça vient avec une réflexion à la base, puis une réflexion dans les prises de décision, à savoir est-ce que quand ce que je mets en place crée des obstacles supplémentaires ou au contraire va permettre à un plus grand nombre de personnes, que ce soit des personnes en raison de l'autisme ou d'une neurodivergence ou que ce soit des personnes ayant d'autres besoins particuliers comme des parents d'enfants, des proches aidants de parents vieillissants. Donc, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut faciliter leur inclusion au travail? Fait que je pense que c'est là-dessus qu'il faut aller. Dans beaucoup d'entreprises, il y a des efforts sur l'équité, la diversité puis l'inclusion. Moi, je pense qu'il faut essayer d'accrocher un peu cette tendance-là pour introduire des changements qui vont être favorables justement pour les personnes neurodivergentes parce que ça va bénéficier en fait, l'ensemble des employés de l'organisation. Après ça, ça reste encore à diffuser comme message. Moi, c'est ça que j'essaye de faire dans mon rôle comme professeur en gestion des ressources humaines, là, de diffuser ça auprès de futurs professionnels en gestion des ressources humaines, les sensibiliser, leur faire connaître justement les différences chez les personnes, puis qu'un employé peut être un employé performant, que sa place dans l'organisation, même s'il est différent de l'employé type auquel on s'attend. Je vais m'arrêter ici. Merci. Catherine Aubry a une main levée. Elle avait aussi quelques questions dans le chat, donc je vais lui donner la parole si elle veut bien. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Juste Très vérifier. bien, merci. Excellent. Donc, je suis une personne autiste et également intervenante de formation. Et puis, maman de 2 enfants autistes, donc je comprends très bien un petit peu le spectre, là. Puis, dans le fond, moi, la question que je me pose, ben, je vais la résumer en une phrase. Elle s'adresse à tous les chercheurs et à tous les gens qui ont parlé. En fait, moi, j'entends beaucoup des choses extérieures à l'autisme. Désolée de dire ça comme ça. Les alliés de l'autisme. Puis là, ben, nous, avec Perception Autiste, j'en ai parlé tantôt, là, on est vraiment dans une idée de co-création d'outils qui va permettre aux personnes autistes par elles-mêmes à s'autonomiser. Là, moi, j'entendais beaucoup, oui, on veut de la qualité de vie, on veut de la qualité de vie au travail, tout ça. Mais tu sais, dans les groupes d'autistes, ce qu'on entend beaucoup, c'est ah, ben j'aimerais ça que défendre mes droits parce que là, on me refusait des accommodements. Puis on sait que les accommodements, ils y ont droit par la charte des droits, des libertés, tout ça. Mais à qui je porte plainte? Après ça, il y a toute la question de bon, ça se passe mal dans l'environnement de travail, qu'est-ce que je fais? Il y a le côté social où on est bloqué. Donc, tu sais, il y a toutes ces questions-là qui n'ont jamais été vraiment expliquées dans les présentations. Puis surtout, tu sais, les personnes autistes, comme n'importe qui, quel adulte, veulent avoir de l'autonomie, puis leur maximum d'autonomie. Moi, présentement, ce que je déplore, puis ma question est un peu ça, c'est comment ça se fait qu'il n'y a jamais cette question-là qui revient d'aller au maximum du potentiel de chaque personne? Je comprends qu'il y a des personnes autistes avec plein de difficultés qui vont être bloquées dans leur vie. Mon propre enfant a une déficience intellectuelle sévère, puis je comprends que lui, aller sur le marché du travail, ça va être complexe, même peut-être même impossible, on ne sait pas. Ceci dit, euh, moi-même, comme personne autiste, je sens qu'il y a un plafond de verre au-dessus de moi parce que dans les entreprises d'insertion, tu sais, quand je leur explique qu'est-ce que je fais, quelles sont mes études, qu'est-ce que je veux faire, quand je me présente en société, quand je veux monter des projets, ben, vous savez que je reçois beaucoup de validisme hein, dans la face, en plein visage, en mode ben, es-tu capable de le faire? Puis, tu sais, des fois, moi, je ressens que des fois, la limitation qu'on met sur moi, ce n'est pas ma propre limitation. Puis des fois, quand je demande des accommodements, les gens remettent en question ces accommodements-là parce qu'ils ne comprennent pas à quoi ils servent. Donc, moi, je serais plus du genre à me poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on n'amplifie pas la voix des personnes autistes qui elles-mêmes réclament certaines adaptations? Parce que quand tu passes, mettons, du niveau scolaire qui comprennent plus au niveau du marché du travail qui comprennent moins, disons que la plupart des autistes vont le dire, le milieu scolaire leur permet relativement de naviguer à travers tout ça. Les gens ont compris, les gens comprennent les adaptations, mais quand on arrive sur le milieu du travail, marché du travail, ben là, les gens comprennent pas. Les gens vont, ah, ben pourquoi tu as des coquilles? Non, mais les pas. Open space, il y a plein de problèmes. On pense pas à une accessibilité universelle de notre marché du travail. Puis moi, je pense qu'on peut faire pas mal plus. Alors, ma question, c'est pourquoi l'autonomisation est jamais au cœur des questions dans les recherches participatives? Désolée de ce préambule, là, mais ça me fâche.
Cette question est vraiment applicable à tout, vraiment ouvert à tous les chercheurs. Mélanie, est-ce que tu voulais... J'allais dire qu'aujourd'hui, un aperçu de choses qui sont en train de se dérouler ici maintenant. Donc, Catherine, sache que tes questions, elles sont extrêmement pertinentes, elles sont entendues, elles sont un peu connues et un peu adressées. Je vous dirais en particulier en Angleterre, il y a plein de choses qui se font beaucoup sur la neuroinclusion, il y a plein d'organismes autistica qui font plein de trucs en avance, peut-être un peu de nous aussi sur ces aspects-là. Donc, je tiens à valider, Catherine, hein, ce que tu dis. On l'entend. On a d'autres projets en parallèle. J'en ai déjà fait d'autres. C'est pas aujourd'hui ceux-là que j'ai mis de l'avant. Donc, sache qu'il y en a qui se font. Je vois Valérie qui hoche la tête. Je sais que Martin fait plein d'autres trucs aussi, Isabelle. Donc, je suis pas la seule. Je vais m'arrêter ici. Je vois qu'il reste 5 minutes avant la conclusion du webinaire et j'ai déjà 2 mains levées. Donc, je vous invite, s'il y a d'autres questions, on n'aura pas le temps malheureusement de tout couvrir aujourd'hui, mais mettez-les dans le chat, mettez la personne, s'il y a une personne en particulier à qui vous voulez adresser la question, puis on fera un petit retour par la suite avec vous après la fin du webinaire. Donc, je vais donner la parole à Mélina Labonté. Non, on ne vous entend pas malheureusement. Vous n'êtes pas sur mute, donc je ne sais pas. Voulez-vous essayer juste momentanément de détacher vos écouteurs? Des fois, ça cause problème. On peut essayer ça. Voir. Essayez. On ne vous entend pas. Essayez de parler, voir encore. Mélina, on vous Moi, inviterait à noter peut-être votre question dans le chat et puis Émilie, si vous voulez prendre la parole. Oui, je voulais juste répondre à l'intervention de Catherine. Je suis allée voir le site là, de perception autiste, ça m'intéresse beaucoup. Je voulais parler aussi du point de vue d'une personne autiste, que cette question-là est vraiment importante. Puis je l'ai comme un peu comprise aussi dans la question du go, dans le sens qu'on veut défendre nos droits d'abord et avant tout. Puis moi, en tant que personne autiste, j'ai vraiment besoin de connaître mes paramètres, peu importe où je suis, dans quel groupe je suis, j'ai besoin de savoir c'est quoi les paramètres, c'est quoi les normes du travail. Puis j'ai l'impression qu'il y a plein de choses dans les normes du travail puis dans la Charte des droits qui nous protègent, mais qu'on a encore de la difficulté à amener ça dans les vraies pratiques. Je voulais juste dire que pour moi, là, je réfléchis vraiment beaucoup à cette question-là de comment on fait pour amener l'autodétermination au centre de nos pratiques. Puis moi aussi, je me retrouve comme plus dans le groupe qu'on pourrait dire compétitif au travail, mais j'ai pas toujours été... J'ai eu un glass ceiling. J'ai payé une taxe comment on appelle ça? Une taxe de la neurodiversité, si on veut, dans mon travail. Puis là, maintenant, je suis vraiment à une place où je me sens plus que compétitive. Puis, entre autres, j'ai juste lancé une fleur ici. Bon, premièrement, je suis consultante, fait que je peux choisir mes clients, puis je peux aller à fond dans ma passion, puis je peux charger le prix que je veux charger. Puis j'ai des heures pour ça. Puis aussi, j'ai vraiment un énorme plaisir à travailler en recherche dans l'équipe de Mélanie. Puis c'est pas parce que Mélanie fait la recherche en autisme que ça marche bien, c'est parce qu'il y a de la confiance. Fait que ma réponse à moi, là, de comment j'ai fait pour dépasser le plafond de verre, c'est une relation à la fois avec beaucoup de chance. Puis on ne devrait pas devoir, we shouldn't be relying on chance. We should be relying on like a change of paradigm. Mais c'est ça, je pense que la réponse, c'est comme un gros changement de paradigme quand il s'agit de vraiment valoriser le plein potentiel
de toutes nos neuro-différences, là. Fait que, je voulais le mentionner parce que ça m'intéresse beaucoup. Puis un jour, I'm going to do a PhD on that. Fait que, Mais merci merci, pour Émilie. l'intervention. Merci, Émilie, pour ce beau témoignage. C'est tellement une belle façon de conclure le webinaire aujourd'hui, honnêtement.